Tome 1, module 7, Pluralité des mondes habités. Guide d'étude numéro 4, les règnes de la nature, minéral, végétal, animal et humain. Allan Kardec a posé la question suivante aux esprits supérieurs. Que pensez-vous de la division de la nature en 3 règnes ou bien en 2 classes, les êtres organiques et les êtres inorganiques? Quelques-uns font de l'espèce humaine une 4e classe. Laquelle de ces divisions est préférable? Les instructeurs ont répondu. Elles sont toutes bonnes. Cela dépend du point de vue. Sous le rapport matériel, il n'y a que les êtres organiques et des êtres inorganiques. Au point de vue moral, il y a évidemment 4 degrés. Le codificateur commente la réponse des esprits en signalant. Ces 4 degrés ont en effet des caractères tranchés, quoique leurs limites semblent se confondre. La matière inerte, qui constitue le règne minéral, n'a en elle-même qu'une force mécanique. Les plantes, composées de matière inerte, sont douées de vitalité. Les animaux, composés de matière inerte, doués de vitalité, ont de plus une sorte d'intelligence instinctive, limitée avec la conscience de leur existence et de leur individualité. L'homme, ayant tout ce qu'il y a dans les plantes et dans les animaux, domine toutes les autres classes par une intelligence spéciale, indéfinie, qui lui donne la conscience de son avenir, la perception des choses extramatérielles et la connaissance de Dieu. À propos de cette vitalité dont sont doués les êtres organiques, Kardec signale. Sans parler du principe intelligent, qui est une question à part, il y a dans la matière organique un principe spécial, insaisissable et qui n'a pas pu encore être défini. C'est le principe vital. Ce principe, qui est actif chez l'être vivant, est éteint chez l'être mort. Mais il n'en donne pas moins à la substance des propriétés caractéristiques qui la distinguent des substances inorganiques. La chimie, qui décompose et recompose la plupart des corps inorganiques, a pu décomposer les corps organiques, mais n'est jamais parvenue à reconstituer même une feuille morte, preuve évidente qu'il n'y a dans ceci quelque chose qui n'existe pas dans les autres. Le principe vital est-il quelque chose de distinct ayant une existence propre? Ou bien, pour entrer dans le système de l'unité de l'élément générateur, n'est-ce qu'un état particulier ou une des modifications du fluide cosmique universel qui devient principe de vie, comme il devient lumière, feu, chaleur, électricité? Mais quelle que soit l'opinion que l'on se fasse sur la nature du principe vital, il existe, puisqu'on en voit les effets. On peut donc admettre logiquement qu'en se formant, les êtres organiques se sont assimilés le principe vital qui était nécessaire à leur destination, ou, si l'on veut, que ce principe s'est développé dans chaque individu par l'effet même de la combinaison des éléments, comme on voit, sous l'empire de certaines circonstances, se développer la chaleur, la lumière et l'électricité. Sur cela, voir le guide numéro 1 de ce module. La classification des êtres existants dans la nature en organique et inorganique est liée à la présence ou non de fluide vital dans leur organisme. Ainsi, les êtres organiques sont ceux qui ont en eux une source d'activité intime qui leur donne la vie. Ils naissent, croissent, se reproduisent par eux-mêmes et meurent. Ils sont pourvus d'organes spéciaux pour l'accomplissement des divers actes de la vie et qui sont appropriés à leurs besoins pour leur conservation. Ils comprennent les hommes, les animaux et les plantes. Les êtres inorganiques sont tous ceux qui n'ont ni vitalité ni mouvement propre et ne sont formés que par l'agrégation de la matière, tels sont les minéraux, l'air, l'eau, etc. L'apparition des êtres vivants organique sur la Terre à une époque donnée est liée au fait que la Terre en renfermait les germes qui attendaient le moment favorable pour se développer. Les principes organiques se rassemblèrent dès que cessa la force qui les tenait écartés, et ils formèrent les germes de tous les êtres vivants. Les germes restèrent à l'état latent et inerte comme la chrysalide et les graines des plantes jusqu'au moment propice pour l'éclosion de chaque espèce. Alors les êtres de chaque espèce se rassemblèrent et se multiplièrent. Avant la formation de la Terre, ces éléments organiques se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état de fluide dans l'espace, au milieu des esprits et dans d'autres planètes,
attendant la création de la Terre pour commencer une nouvelle existence sur un globe nouveau. La première classe, les êtres organiques. 3 sous-classes, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Dans la première sous-partie des êtres organiques, les végétaux, la doctrine spirit enseigne que les plantes n'ont pas conscience de leur existence puisqu'elles ne pensent pas. Elles n'ont que la vie organique. Les plantes reçoivent des impressions physiques qui agissent sur la matière, mais elles n'ont pas de perception. Par conséquent, elles n'ont pas le sentiment de la douleur. La force qui les attire les unes vers les autres est une force mécanique de la matière qui agit sur la matière. Elles ne pourraient pas s'y opposer. Certaines plantes, telles que la sensitive et la dionée, par exemple, ont des mouvements qui accusent une grande sensibilité et dans certains cas, une sorte de volonté, comme la dernière dont les lobes saisissent la mouche qui vient se poser sur elle pour puiser son suc et à laquelle elle semble tendre un piège pour ensuite la faire mourir. Ces espèces peuvent être considérées comme une transition entre la nature végétale et animale, car tout est transition dans la nature par le fait même que rien n'est semblable et que pourtant tout se tient. Les plantes ne pensent pas et par conséquent n'ont pas de volonté. L'huître qui s'ouvre et tous les zoophytes n'ont point la pensée. Il n'y a qu'un instinct aveugle et naturel. Cependant, n'y a-t-il pas dans les plantes comme dans les animaux un instinct de conservation qui les porte à rechercher ce qui peut leur être utile et à fuir ce qui peut leur nuire? À cette question de Kardec, les esprits supérieurs répondent. C'est, si l'on veut, une sorte d'instinct. Cela dépend de l'extension que l'on donne à ce mot, mais il est purement mécanique. Lorsque dans les opérations de chimie, vous voyez 2 corps se réunir, c'est qu'ils se conviennent. C'est-à-dire qu'il n'y a entre eux que l'affinité. Vous n'appelez pas cela de l'instinct. Actuellement, nous comprenons mieux la loi d'affinité et de répulsion grâce au progrès significatif de la chimie. Maintenant voyons la deuxième sous-partie du groupe organique, les animaux. Kardec demande aux esprits supérieurs si les animaux possèdent un principe indépendant de la matière qui survit à leur corps et si ce principe est semblable à l'âme de l'homme. Les esprits affirment. C'est aussi une âme, si vous voulez. Cela dépend du sens que l'on attache à ce mot. Mais elle est inférieure à celle de l'homme. Il y a entre l'âme des animaux et celle de l'homme autant de distance qu'entre l'âme de l'homme et Dieu. Après la mort, l'âme des animaux conserve son individualité, mais non la conscience de son moi. La vie intelligente reste à l'état latent. D'un autre côté, la progression des animaux ne se fait pas comme chez l'homme, par le fait de leur volonté, mais par la force des choses. C'est pourquoi il n'y a point pour eux d'expiation. L'esprit André Louis nous explique que dans la demeure de continuité vers laquelle il se transfère, l'homme retrouve les mêmes lois de gravitation qui régissent la Terre, les jours et les nuits marquant le compte du temps, mais les rigueurs des saisons sont supprimées par des éléments ambiants qui assurent l'harmonie de la nature, établissant un climat quasi constant et uniforme, comme si les équinoxes et les solstices entrelaçaient leurs propres forces, rectifiant automatiquement les excès d'influence qui les divisent. Les plantes et les animaux, apprivoisés par l'intelligence humaine pendant des millénaires, peuvent y être acclimatés et améliorés dans une période déterminée de leur existence, après laquelle ils reviennent dans leur noyau d'origine sur le sol terrestre pour avancer dans le pèlerinage évolutif bénéficiant de précieuses acquisitions qui aident la flore et la faune propres à la Terre dans ce que l'on nomme les mutations spontanées. Les plantes, par leur configuration cellulaire plus simple, suivent dans le plan extraphysique une reproduction limitée, en y laissant des descendants qui plus tard reviennent également sur le terrain de l'homme, mais en donnant spontanément la solution de différents problèmes qui les concernent, sans exiger de sacrifice des habitants pour leur préservation. Finalement, soulignons que les règnes végétal, animal et humain existent sur toutes les planètes destinées à l'incarnation des esprits. Cependant, dans les mondes supérieurs, tout est plus parfait, mais les plantes sont toujours des plantes, comme les animaux sont toujours des animaux et les hommes toujours des hommes.
Il est vrai que l'instinct domine chez la plupart des animaux, mais beaucoup d'entre eux démontrent une volonté déterminée, révélant une intelligence bien que bornée. En ce qui concerne le lien entre l'instinct et l'intelligence des animaux, Kardec commente. Outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon des circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence, mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et le pouvoir de leur conservation. Chez eux, nulle création, nulle amélioration. Quel que soit l'art que nous admirons dans leurs travaux, ce qu'ils faisaient jadis, ils le font aujourd'hui, ni mieux ni plus mal, selon des formes et des proportions constantes et invariables. Le petit, isolé de ceux de son espèce, n'en construit pas moins son nid sur le même modèle sans avoir reçu d'enseignement. Si quelques-uns sont susceptibles d'une certaine éducation, leur développement intellectuel, toujours enfermé dans des bornes étroites, est dû à l'action de l'homme sur une nature flexible, car il n'est aucun progrès qui leur soit propre. Mais ce progrès est éphémère et purement individuel, car l'animal, rendu à lui-même, ne tarde pas à rentrer dans les limites tracées par la nature. Les animaux, bien qu'ils n'aient pas de langage formé de mots, se comprennent par d'autres moyens. Ils se disent beaucoup plus de choses que vous ne le croyez, nous enseignent les esprits supérieurs. Mais leur langage est borné, comme leurs idées à leurs besoins. Les poissons, en effet, commandent Kardec, qui émigrent en masse, comme les hirondelles, qui obéissent au guide qui les conduit, doivent avoir des moyens de s'avertir, de s'entendre et de se concerter. Peut-être est-ce par une vue plus perçante qui leur permet de distinguer les signes qu'ils se font. Peut-être aussi l'eau est-elle un véhicule qui leur transmet certaines vibrations. Quel qu'il soit, il est incontestable qu'ils ont un moyen de s'entendre. Il découle de ces enseignements que les animaux ont une intelligence, bien que limitée, démontrant une volonté propre et se communiquant entre eux. Les animaux ont-ils le libre arbitre de leurs actes ? Kardec a posé cette question aux instructeurs spirituels et a obtenu la réponse suivante. Ce ne sont pas de simples machines comme vous le croyez, mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut se comparer à celle de l'homme. Étant de beaucoup inférieurs à lui, ils n'ont pas les mêmes devoirs. Leur liberté est restreinte aux actes de la vie matérielle. Troisième sous-classe des êtres organiques, l'espèce humaine. La doctrine spirit explique que les germes de l'espèce humaine se trouvaient parmi les éléments organiques de la Terre et que l'homme est venu en son temps. Les hommes, une fois répandus sur la Terre, ont absorbé en eux les éléments nécessaires à leur formation pour les transmettre selon les lois de la reproduction. Il en est de même des différentes espèces des êtres vivants. Il est difficile d'établir une limite entre les animaux et l'homme quant à leur structure organique, car quelques animaux démontrent, sous cet aspect, une supériorité visible sur l'homme. Toutefois, l'homme est un être à part qui s'abaisse quelquefois bien bas ou qui peut s'élever bien haut. Au physique, l'homme est comme les animaux et moins bien pourvu que beaucoup d'entre eux. La nature leur a donné tout ce que l'homme est obligé d'inventer avec son intelligence pour ses besoins et sa conservation. Son corps se détruit comme celui des animaux, c'est vrai, mais son esprit a une destinée que lui seul peut comprendre, parce que lui seul est complètement libre. Reconnaissez l'homme à la pensée de Dieu. En effet, au point de vue corporel et purement anatomique, l'homme appartient à la classe des mammifères, dont il ne diffère que par les nuances dans la forme extérieure. Du reste, même composition chimique que tous les animaux, mêmes organes, mêmes fonctions et même mode de nutrition, de respiration, de sécrétion, de reproduction. Il naît, il vit, il meurt dans les mêmes conditions, et à sa mort, son corps se décompose comme celui de tout ce qui vit. Il n'y a pas dans son sang, dans sa chair, dans ses os, un atome différent de ce qui se trouve dans le corps des animaux. Comme ceux-ci, en mourant, il rend à la terre l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone qui s'étaient combinés pour le former, et vont, par de nouvelles combinaisons, former de nouveaux corps minéraux, végétaux et animaux. L'analogie est si grande qu'on étudie ses fonctions organiques sur certains animaux lorsque les expériences ne peuvent pas être faites sur lui-même.
La religion chrétienne, par l'influence du judaïsme, prêche que l'origine de l'espèce humaine est d'Adam. Mais le spiritisme nous enseigne que l'homme, dont la tradition s'est conservée sous le nom d'Adam, fut un de ceux qui survécurent dans une contrée après quelques-uns des grands cataclysmes qui ont, à diverses époques, bouleversé la surface du globe. Et il est devenu la souche d'une des races qui le peuplent aujourd'hui. Les lois de la nature s'opposent à ce que les progrès de l'humanité, constatés longtemps avant le Christ, aient pu s'accomplir en quelques siècles si l'homme n'était sur la terre que depuis l'époque assignée à l'existence d'Adam. Quelques-uns considèrent, et cela avec plus de raison, Adam comme un mythe ou une allégorie personnifiant les premiers âges du monde. Les différences physiques et morales qui distinguent les races d'hommes sur la Terre sont liées à l'action du climat, de la vie et des habitudes. Il en est de même de deux enfants de la même mère qui, élevés loin de l'autre et différemment, ne se ressembleront en rien au moral. Voilà tout ce que nous pouvons dire concernant les êtres organiques. Maintenant, regardons la deuxième grande partie, les êtres inorganiques. Les êtres inorganiques sont également connus comme des êtres inertes, c'est-à-dire sans vie, tels que les minéraux, y compris l'eau, les roches et les cristaux. La loi qui préside à la formation des minéraux conduit naturellement à la formation des corps organiques. L'analyse chimique nous montre toutes les substances végétales et animales composées des mêmes éléments que les corps inorganiques. Ceux de ces éléments qui jouent le principal rôle sont l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Les autres ne s'y trouvent qu'accessoirement. Comme dans le règne minéral, la différence de proportion dans la combinaison de ces éléments produit toutes les variétés de substances organiques et leurs propriétés diverses telles que les muscles, les os, le sang, la bile, les nerfs, la matière cérébrale, la graisse chez les animaux. La sève, le bois, les feuilles, les fruits, les essences, les huiles, les résines, etc. dans les végétaux. Ainsi, dans la formation des animaux et des plantes, il n'entre aucun corps spécial qui ne se trouve également dans le règne minéral. Dans la formation des corps solides, un des phénomènes les plus remarquables est celui de la cristallisation qui consiste dans la forme régulière qu'affectent certaines substances lors de leur passage de l'état liquide ou gazeux à l'état solide. Cette forme, qui varie selon la nature de la substance, est généralement celle de solides géométriques tels que le prisme, le rhomboïde, le cube, la pyramide. Tout le monde connaît les cristaux de sucre candi. Les cristaux de roche, ou silice cristallisé, sont des prismes à 6 pans terminés par une pyramide également hexagonale. Le diamant est du carbone pur ou charbon cristallisé. Les dessins qui se produisent sur les vitres en hiver sont dus à la cristallisation de la vapeur d'eau pendant la congélation sous forme d'aiguilles prismatiques.